conférence qui, comme vous savez, s'inscrit dans notre cycle de conférences mensuelles. Je vous dirai un petit mot de ce cycle de conférences après cette rencontre-conférence, puisqu'on va faire évoluer le concept l'année prochaine, je vous en dirai un petit mot. Et puis, donc, cette conférence s'inscrit, bien sûr, dans le cadre de cette exposition que vous avez, j'imagine, tous déjà visité. Tout est le monde devant les merveilles, donc qui se tient jusqu'au 11 décembre dans notre pavillon d'exposition. Exposition qui s'accompagne d'un ouvrage. Cet ouvrage, nous avons la chance ce soir d'avoir deux des auteurs de cet ouvrage, que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc ce soir, c'est une en fait rencontre-conférence que nous vous proposons autour de l'art nouveau, de comment l'art nouveau, son esthétique a été source d'inspiration tout au long du XXe siècle, qui nous permettra de rappeler que l'histoire de l'art, c'est ça, ce sont des filiations, des héritages, des références, ce n'est que ça. Et je pense que l'exposition matérialise et exprime très très bien. Donc ce soir, cette conférence, rencontre-conférence, Benjamin Loyauté, que vous avez certainement déjà croisé au moins le nom, puisque j'ai eu l'occasion de le présenter le mois dernier lorsque j'ai donné ma propre conférence. Donc Benjamin Loyauté est co-commissaire de l'exposition Goûter le monde devant les merveilles, designer. Non, pas du tout designer. Alors c'est pourtant le terme qu'on voit partout. Oui, mais j'ai jamais dessiné un meuble, oui, je ne suis pas designer. Je suis plutôt d'accord avec Benjamin, mais alors c'est ce qui est repris un peu partout, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas où, mais en tout cas, je n'ai jamais été designer. Historien du design. Oui, plutôt. Je suis artiste à côté. Mais... Et commissaire d'exposition nombreuses. Je citerai notamment à la. On en a souvent parlé à Saint-Étienne, oui. Biennale internationale du design. En 2015. Et donc, un des. Je ne sais plus quel est le terme qu'on avait employé pour ta place dans le catalogue, puisque tu as en fait. C'est un directeur d'ouvrage, voilà, enfin ils appellent ça directeur d'ouvrage. Jean-Louis Gagnard. Nous avions eu l'occasion, le bonheur d'accueillir lors de l'inauguration de cette exposition mi-septembre. Donc, docteur en histoire de l'art, commissaire de nombreuses expositions. Alors, à titre personnel, j'avais vu Design contre Design. Voilà, j'ai en tête cette très très belle expo, mais également commissaire de beaucoup d'autres expositions. Je pense que je peux vous donner beaucoup d'exemples. Et fondateur, je vous parle de ce qui moi me parle beaucoup, hein, voilà, donc fondateur de deux revues d'art spécialisées qui sont des incontournables, des références absolues, le Beaux-Arts Magazine et l'Objet d'art. Et puis, Priska Schmucke, que j'ai bien prononcé. Il y avait un enjeu. Historienne de l'art, plutôt spécialiste d'architecture, voilà, et spécialiste d'un grand représentant de l'art nouveau belge, Henri Van de Velde. Donc, tous trois présents ce soir pour nous proposer un dialogue un peu informel autour de quelques objets qui sont présentés dans l'exposition et de cette idée justement de filiation, d'héritage d'un mouvement artistique à l'autre, d'un artiste à l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous laisse la parole, voilà, et puis il ne faudra pas hésiter à poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de cette rencontre-conférence. C'est à vous. Merci. Merci Laure. Écoutez, je pense que Laure nous a présenté. Moi, je suis très fier ce soir, en tout cas, d'accueillir Jean-Louis, que j'accompagne parfois dans ses expositions depuis que j'ai 19 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a été important pour moi, en tout cas, dans mon processus de recherche et de réflexion. Et Priska, qui est, au-delà d'être historienne de l'architecture, aussi une amie, et qui est spécialiste de Van de Velde et qui a été l'étudiante de Jean-Louis Gaimin. Et ce soir, autour de l'Art Nouveau, on voulait que ça soit assez interactif. On a 40 minutes, donc on voulait vous montrer des exemples. On va vous montrer effectivement un héritage vivant. Essayer de ne pas faire en sorte que cette conférence soit quelque chose de didactique, un peu trop universitaire, mais avec des anecdotes. Donc Jean-Louis a beaucoup d'anecdotes. On
va pouvoir vous en faire part. Et puis, on a mis en place une série d'images. Et puis, à la fin de la conférence, il y aura à peu près 15 minutes d'interaction. Voilà, donc on essaye de rebondir, on veut que ça soit assez dynamique, donc on n'est pas là à montrer, à faire d'une thèse, mais on va essayer de vous montrer à travers le mobilier, comme le disait l'heure les filiations, les héritages, ce qu'on appelle des protos, des néos, et en fait une sorte de théorie du cycle en histoire des arts décoratifs, comment l'art décoratif a été défendu au XXe siècle et notamment à l'université grâce à Bruno Foucard et Jean-Louis Gaillemin, et aussi à travers les collectionneurs, les décorateurs qui furent en tout cas des prescripteurs du goût, et chez certains pour lesquels on voit l'influence d'un art nouveau, qui n'est pas forcément, un art nouveau n'est pas forcément dédié à l'art 1900, mais en tout cas à cette évolution du goût qui maîtrise les formes et les styles. Voilà, donc on va peut-être commencer. Je voulais juste vous parler 3 secondes de cet ouvrage qui est important. Il a été rédigé un petit peu comme un conte, comme une fable. Donc, dans cet ouvrage, vous avez à la fois les pièces de mobilier et de design qui sont exposées, à la fois des pièces anciennes qui sont dans l'expo et des pièces contemporaines que l'on met en dialogue, que l'on fait parler entre elles. L'exposition est conçue comme un conte, comme une fable, en chapitres. Et ce livre est un peu représentatif, non pas totalement de l'exposition, mais en tout cas de l'idée même de ce que pourrait être une petite histoire dans lequel vous avez 6 auteurs. Et Jean-Louis a fait un texte sur un art nouveau, je dirais plutôt visuel, dynamique. Il vous en parlera tout à l'heure. Et ce qui est représentatif de cette exposition, c'est effectivement, par exemple, on pourrait prendre cette première image. C'est cette recherche que j'ai voulu faire, en tout cas, sur l'idée de retrouver des documents anciens, 1900, qui peuvent être parfois 18e, 17e, et qui créent en fait des idées de création pour des créateurs 1900. Comme un créateur contemporain aujourd'hui pourrait être inspiré d'un dessin 1900 ou d'un créateur des années 30. C'est la même chose. Donc là, par exemple, l'art nouveau, c'est quelque chose, on parle d'héritage vivant. Il y avait cette idée de rendre, en tout cas, le mobilier ou les êtres animés. On trouve dans toute la littérature, chez Huysmans, mais en tout cas, les fleurs animées de Granville, dont s'est inspiré parfois Disney, que tout le monde connaît, a représenté en fait ces demoiselles en fleurs, et ça a aussi influencé un créateur qui a créé Little Nemo, dans lequel vous pouvez voir Little Nemo, c'est une sorte de BD 1900 que Karl Lagerfeld d'ailleurs a beaucoup collectionné de son vivant. Et ces fleurs animées sont un peu la représentation en fait de ce que voulaient faire en fait les créateurs de meubles 1900, c'était de rendre vivants les objets à travers soit des matières, soit des formes. Jusque-là, tout est dit, et des décors. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, en 2010, lors d'une exposition à Saint-Étienne que j'avais faite, qui s'appelait Prédiction, on avait l'idée était de montrer des pièces de Vicky Sommers. Vicky Sommers, c'est une designeuse contemporaine et qui a été une des premières en fait à essayer de prendre directement la plante et de la figer dans ce qu'on appelle un gel coat, une sorte de résine végétale pour figer la plante. Et là, vous voyez une ombelle, l'ombelle étant la fleur des champs que l'on retrouve régulièrement dans toute la littérature Art Nouveau. Donc voilà 2 influences et par exemple, mon travail est parfois de discuter avec les designers justement pour les connecter avec un héritage, des documents anciens. Voilà. Et c'est ce qu'a fait Jean-Louis régulièrement. Par exemple, là, on va vous montrer, si Jean-Louis veut rebondir, il y a quelques années, je pense que Van Vianen, je l'ai découvert avec Jean-Louis Gaillemin il y a à peu près une quinzaine d'années. Vous voyez une gravure qui vient du Rijksmuseum et que j'ai mis en relation avec une coupe à boire, qui est une coupe à vin ou à liqueur, hein, on pouvait l'utiliser différemment. Donc c'est une coupe en argent et vermeil, qui est donc une sorte de dinanderie. Il
faut savoir qu'on travaillait à la bougie à l'époque, donc ça demande des mois de travail pour créer cette petite coupe. C'est une coupe d'un créateur du début du XVIIe qui s'appelle Grill. Et on voit par exemple ce qu'on appelle je vous mets ça tout de suite parce que ce qu'on appelle ce que j'appelle un proto Art Nouveau. C'est-à-dire qu'on est déjà au XVIIe dans quelque chose qui nous montre. Non, attendez, hop là, je fais juste ça. Voilà, vous voyez là vous voyez une sorte de mouvement organique, un batracien stylisé. Donc on est dans quelque chose de très vivant et qu'on voit déjà dès le XVIIe siècle. Ici, une soupière ou une terrine de Henri van de Velde que le musée d'Orsay possède et qu'un collectionneur, puisqu'on vous parlera de collection tout à l'heure, puisque les collectionneurs ont influencé aussi les conservateurs de musées, parce que les collectionneurs sont les amateurs aussi, hein, et les décorateurs sont des vrais amateurs qui permettent d'influencer le cours de l'histoire et le cours des acquisitions. Et Prisca et Jean-Louis vous en parleront dans les minutes qui suivent. Donc là, c'était intéressant aussi de montrer l'influence du végétal. Et puis surtout, là, vous avez une coupe, un détail d'une onagre. C'est une plante en germination, vous voyez, qui vient de Brendel. En fait, c'est des coupes anatomiques de plantes qu'utilisaient les scientifiques. Et les décorateurs, les artistes sont influencés à la fois par les objets scientifiques, par la littérature, donc on n'est pas isolé. Là, c'est un siège que vous voyez dans l'exposition assez. Alors, le designer n'est pas du tout designer à la base. C'est une sorte de jardinier créateur. Oui. Qui était là le soir du vernissage. C'était intéressant parce que, par exemple, si on prend le cas du 19e, quand on a envie de représenter la nature à son paroxysme, eh bien, on essaye soit de le symboliser, de le sublimer, soit d'être très, très, très précis, dans une sorte d'hyper-réalisme. Mais on arrive toujours dans quelque chose d'assez magique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e, dans toute la littérature, on voit cette volonté de représenter la nature au plus exact, parfois. Et là, le designer en question, qui vient de Grande-Bretagne, lui, a directement collaboré avec la nature. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, c'est cette volonté des designers contemporains de collaborer avec la nature. Ce qu'on appelle une sorte d'homéostasium. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, c'est une sorte de cohabitation avec la nature, de collaboration pour faire monde et faire société. C'est une manière de voir la nature telle que pouvait Il y a un article de l'ONU de 1982, je vous invite à le lire, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est la charte des droits de la nature qui considère la nature comme un être vivant. Et donc, si c'est un être vivant, la nature a des droits. Et en 82, il y avait déjà une déclaration non contraignante de l'ONU qui donnait la place à la nature comme un être vivant. Et là, on a exactement avec Full-Grown cette idée de faire pousser des arbres à l'envers et après de les tailler pour qu'ils forment des sièges, des tables. Voilà. C'est l'idée de donner la place à la nature. Est-ce que quand il est venu ici, il t'a expliqué si l'Art Nouveau l'avait inspiré à faire ce genre de choses ou pas du tout? Alors, pas du tout. Je pense que c'est plutôt en... Non, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas la connaissance historique, qui n'avait pas d'influence, en fait. Il avait juste vu, en fait, cette manière de pouvoir créer. On a tous essayé de mettre une bille quand on était petit entre deux branches d'un arbre et 15 ans plus tard, on voit que la bille est enveloppée. Voilà, moi, par exemple, en Normandie, je l'ai fait. Et lui, il a commencé à travailler là-dessus. Il a vu qu'on pouvait réaliser peut-être du mobilier. Voilà. Donc il n'avait pas de connaissances. Mais ce qu'il a fait influence toute une génération de jeunes designers qui sortent des écoles de l'ENSI à Paris, de l'ECAL en Suisse ou du Royal College of Art à Londres. Donc en fait, parfois les meilleurs créateurs ne sont pas forcément de designers de formation. D'ailleurs, les meilleurs historiens de l'art ou du design ne sont pas à la base historiens du design, philosophes aussi. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est cette grande liberté qui permet de peut-être de repenser, d'aller peut-être au-delà d'un format.
euh, toujours la même chose. En fait, là, on a des coupes de Karl Köpping. C'est des coupes à boire que vous verrez dans l'exposition avec les gravures. Où là, par exemple, le designer, à la fin du 19e, essaye de faire des verres les plus fins possibles, qui ressemblent à des corolles de fleurs, voilà, et montait toute la fragilité. En fait, c'était plutôt des objets de présentation que d'usage. Mais on pouvait les utiliser. Là, je vais laisser par exemple Jean-Louis qui m'a fait découvrir ça quand on avait fait une exposition, mais on reviendra sur l'exposition Design contre Design tout à l'heure. Ce sont des empreintes naturelles en galvanoplastie. Et ça, c'est Christophe, fin du 19e. Et ça a influencé toute une série de créateurs dans les années 60, 70. 70, les Lalanne. Et aujourd'hui, on a par exemple Martine Russac dans l'exposition, qui lui, ce grand vase que vous avez dans l'exposition, pour ceux qui l'ont vu, est une sorte ce sont des plantes qui sont greffées sur une toile de jute sur lequel on projette du métal en fusion. Donc ce qui est intéressant chez les designers contemporains, c'est qu'il y a aussi des tests scientifiques ou des tests mécaniques. On a du prototypage. Voilà. Là, c'est plutôt l'idée du jeu avec la forme. Jean-Louis reviendra tout à l'heure sur l'idée du postmoderne, hein, qui joue avec les couleurs, qui joue avec les formes. Là, pareil, une gravure de Yamnitzer avec des formes très organiques. Vous voyez quasiment des petites écrevisses, là, on ne sait pas trop ce que c'est, là, des plis et des replis, des choses, voilà, et qu'on peut retrouver. Oui, c'est la même école que ce que nous avons vu tout à l'heure avec le gobelet en argent, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le style auriculaire. Alors, auriculaire, c'est l'oreille. En fait, c'est une allusion au côté malléable et souple de l'oreille. C'est un organicisme, on appelait ça aussi, oui, Kvapshin en néerlandais, donc également notre petit bout de l'oreille qui bouge, qui fait penser à ces formes molles, hein, la forme molle. Et Salvador Dali, par exemple, a redécouvert ça. Il a redécouvert avec beaucoup d'intérêt un art nouveau avant l'art nouveau. C'est pas très connu en France, mais ça a été publié dans une grande encyclopédie sur l'ornement dans les années 80. Et on retrouve des choses étranges que l'on va intégrer dans l'ornement néoclassique, l'ornement baroque, l'ornement rococo, mais l'ornement auriculaire qui avait beaucoup plu à la cour de Prague, chez Rodolphe II. Certains artistes avaient été appelés à la cour de Prague donc pour faire des choses tout à fait étonnantes dans cet esprit organique. Voilà, alors là, totalement le côté néo-renaissance, la haute époque, le gobelet que vous voyez avec son pied, alors sa jambe, hein, on devait saisir la jambe. Alors c'est très drôle parce que le petit bouton là que vous voyez, en fait, ça a une fonction. C'est pas seulement décoratif, c'est-à-dire que comme on mangeait parfois avec les mains et des volailles assez grasses, il fallait avoir une prise. Et les verres étaient assez petits, justement pour pas que ça glisse. Donc, par contre, on se servait beaucoup. Et donc là, vous avez, un verre néo-renaissance d'Émile Gallet 1900 que vous voyez dans l'exposition. Il y a un verre 17e qui lui ressemble. Donc vous voyez, il y a vraiment des cycles de création. On est influencé. Et là, par exemple, ce sont des designers contemporains qui, eux, ont refait des verres, des gobelets à jambes néo-renaissance, mais qui les ont fait en stérolithographie. Donc ils utilisent la technologie et c'est une stérolithographie on va dire de bulbes liquides d'algues, fait à partir d'algues et de sucre. Donc ce sont des recherches et des tests. Aujourd'hui, par exemple, en maison de champagne, on fait des tests sur des packaging il y a quelques années, en 2012, avec Perrier-Jouët. On avait eu l'idée, il y avait une jeune femme qui travaillait sur le marc de vin, le recyclage de marc de vin. Et en fait, qui pouvait faire du pressé, des sortes de structures, des matières très, très dures, très denses. Donc ça nous permet de faire des recherches et parfois des packaging. Donc eux, ils font de la recherche sur les algues.
Là, c'est très simple, c'est Studio Libertini. Lui, il s'amuse à faire des vases avec des abeilles. Donc, c'est encore la cohabitation avec les abeilles. Et puis là, le très beau vase que Laure, la directrice du musée, a obtenu auprès du musée de Nancy, ce vase d'abeilles. De Gallet, d'Émile Gallet. Et puis là, le grand vase floqué de métal que vous voyez. Voilà. Alors, je te laisse parler de la dame. Non, ce qui est amusant, c'est la cohabitation sur le livre, dans son catalogue, avec ce costume qui était, je crois, si je ne me trompe pas, au bal surréaliste organisé par les Rothschild au château de Ferrières. Et le mot surréalisme avec cette pomme-là sur le visage, le masque en pomme, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque surréaliste, on a fait des recherches, enfin, une sorte de curiosité archéologique pour savoir ce qu'il y avait avant le surréalisme. Et à l'époque, on dit c'était l'art fantastique, on a appelé ça l'art fantastique. Il y a eu une superbe exposition à New York au MoMA, au Musée d'Art Moderne en 1937, Fantastic Art, Dada, surréalisme. Toute une tradition qui échappe à la succession un peu traditionnelle du néoclassicisme, rococo, on revient au néoclassicisme, on repart vers le baroque. Vous voyez une sorte entre le désordre et l'ordre. Et ce côté fantastique nous apporte beaucoup aujourd'hui dans la création. C'est un côté tout à fait intéressant. Voilà, c'est un peu le côté rose bonbon de la dame, le côté attrayant, gourmand, et puis la pomme qui la hève, qui cache son visage. Donc, Martine Russac, pourquoi on l'a mis à côté? Parce que Martine, dans l'exposition, vous verrez, j'ai mis une gravure en fait sur la beauté cachée. C'est-à-dire que parfois, il faut aller au-delà de ce que l'on voit. Il y a quelque chose de beaucoup plus narratif. Et dans l'art nouveau, il y a ce qui est très visuel, mais parfois, il y a des choses aussi qui sont cachées. Donc, il faut aller chercher. Et si vous voyez que ce vase, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, il faut aller quand même. Donc, c'est une toile de jute, donc il y a quand même une robe. Et puis, vous voyez, il y a le côté insecte avec les ailes, prêt à s'envoler. Et puis surtout, Martine explique. Alors, je ne sais plus quelles plantes, vous m'excuserez, mais ce sont des plantes. Il y a des plantes qui sont aphrodisiaques. Donc, il travaille sur le désir, le côté charnel. Il essaye d'attirer le lecteur, parce que j'appelle ça des lecteurs, quand on regarde le lecteur implicitement, comme pour une robe en fait, et ça devient sculpture. Voilà. Là, je voulais dire deux mots en fait. La maison Perrier-Jouët, qui est quand même une maison qui prend en considération un patrimoine et un héritage qu'elle rend vivant. C'est-à-dire, le patrimoine pour moi est figé. Je crois que pour Prisca et Jean-Louis aussi, le patrimoine est figé. On préfère parler d'héritage parce qu'il se transmet. Et il y a une vivacité dans le mot héritage. Et depuis quelques années, on essaye de faire une collection. On avait déjà des verres Art Nouveau dans la collection, mais on fait en tout cas, je procède à une logique d'acquisition de verres. Et là, vous voyez en fait les décors de l'intérieur des corolles, des décors de plantes. Donc, c'est des verres parfois peints, parfois églomisés, taillés à la roue. Et on a une des plus grandes collections, en tout cas chez Perrier-Jouët, qui a été le mécène de l'exposition. Voilà. Oui. Et alors, ce qui est drôle dans l'exposition, vous voyez, j'ai retrouvé un livre qui s'appelle Carpet Bedding. Et ce carpet, en fait, c'est des jardins à l'anglaise sur lesquels vous voyez exactement les mêmes motifs. Donc, il y avait une relation entre, vous voyez, la plante, la commensalité, l'art de la table, l'art de recevoir, parce que l'art de recevoir, c'est aussi son jardin. Donc, il y avait aussi cette idée de faire la plus belle table, de faire le plus beau jardin. Et si on cherche, on trouve toujours un document qui a influencé un créateur. Ça, c'est ça qui est fascinant, en fait. En fait, on peut dire qu'à l'époque Art Nouveau est cette époque où les créateurs souhaitent faire entrer la nature dans le quotidien, que ce soit dans le verre, que ce soit dans leur rapport intérieur-extérieur avec l'architecture, que ce soit dans du mobilier. C'est vraiment la première fois qu'il y a cette volonté vraiment de faire rentrer la nature dans le quotidien et dans l'objet. Tandis que maintenant, on a, ce dont parlait Benjamin, cette notion de faire l'objet avec la nature, qui devient quelque chose de complètement nouveau dans la relation. Oui, il y a Beaubourg,
récemment. À Beaubourg, il y a eu plusieurs expositions sur ce thème de collaboration avec la nature. Oui, très intéressant. Mais les Allemands, voilà, en 2010, à Saint-Étienne, il y a une biennale de design contemporain. Et en fait, la logique, parce qu'aujourd'hui, on parlerait plus d'ère anthropocène. Donc, c'est la grande mode de l'anthropocène, en art, en design, tout est anthropocène. Mais depuis la fin des années 80, on n'avait pas encore déterminé le mot. Je crois que le mot date de la fin des années 90, mais ça existait déjà, mais on n'avait pas encore nommé en fait, vulgarisé. Et donc voilà, les commissaires d'art contemporain, de design, en fait, voilà, c'est un petit peu la mode. Et quand c'est la mode, on a des subventions et donc on fait des expositions avec des thématiques. Donc parfois on est un petit peu en retard, mais ce qui est intéressant là, ça va me permettre que Jean-Louis vous présente Design contre Design, parce que c'est une vraie exposition manifeste qui a été réalisée en 2008. Et on a voulu parler aussi de Jean-Louis, de son parcours, parce qu'il a accepté en tout cas de participer au livre. Et là, par exemple, vous voyez, on a aussi les influences Haeckeliennes. Ernst Haeckel qui a écrit Kunstformen der Nature. Et en fait, ce sont des coupes et des plans d'organismes marins ou de plantes, si je me trompe, d'organismes vivants, parfois des radiolaires, des méduses. Des unicellulaires, donc voilà. Des choses qu'on ne voit pas. On découvre dans des monocellulaires, on découvre des structures géométriques absolument extravagantes que Ernst Haeckel, en tant que savant, en tant que scientifique, a publié. Il a trouvé des milliers de nouvelles catégories qu'il a été pêché dans le fond de l'océan. Et en 1900, autour de 1900, donc on est dans l'Art Nouveau, il y a une gravure de Haeckel dans l'exposition. Autour de 1900, il décide de publier ces merveilles de structure et de forme à l'intention des designers et des artistes. Et ça va s'appeler Kunstformen der Natur, c'est-à-dire les formes artistiques de la nature. La nature étant une créatrice de formes. Mais évidemment, les formes que Haeckel a découvertes, il va les approprier à l'usage des gens de son époque, et les formes artistiques de la nature seront plutôt des formes artistisées, si je puis dire, par M. Haeckel à l'intention des designers. Bon, ce sont des petits détails, mais c'est amusant de voir ces allers-retours entre nature, interprétation et création. Donc effectivement, quand on voit ces coupes, on peut penser à certaines coupes de Haeckel. Vous trouverez toutes les gravures de Haeckel sur le net, tout est publié. Forme artistique, nature, Haeckel, vous allez voir, c'est absolument bouleversant. Alors on a un spécialiste quand même de cave, Hervé Deschamps. C'est la paraison, hein, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle la paraison. J'essaye d'être au point, mais parfois, donc là, vous avez la paraison à l'intérieur du gobelet, donc c'est pris de dessus. Et en fait, on a ces abstractions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir qui est l'auteur, le meilleur créateur. Non, il suffit de regarder. Et quand c'est bien fait et que vous avez une sensibilité sur quelque chose qui rend les choses vivantes, eh bien, vous tombez sur un vrai gobelet qui rend hommage à cette période, en fait. Voilà, je laisse Jean-Louis. Alors, évoquons un peu, nous sommes tous les trois à avoir participé à cette exposition, puisque Benjamin était un de mes assistants à l'exposition, et Prisca a eu l'amabilité de collaborer au catalogue dans un superbe texte sur Van de Velde. Et puis, je vous ai amené 2 grands collectionneurs aussi. Et de nous apporter, oui, pardon Prisca, de nous mettre en contact avec des collectionneurs allemands absolument extravagants. Ouais. Qui avaient tout conservé chez eux très précieusement, mais qui ont eu la bonté, l'immense beauté de nous prêter pour les galeries du Grand Palais leur trésor. Et donc, design contre design, remonte peut-être l'affiche. Voilà, design contre design. Alors, c'est design tout contre design, ou design opposé au design. J'ai voulu mettre en brèche, mettre en question la chronologie traditionnelle. Autrefois, c'était de l'artisanat, aujourd'hui, c'est du design. Autrefois, c'était des formes compliquées avec des matières riches pour des gens très riches, pour une clientèle huppée, comme on disait, alors que nous sommes partisans de matériaux modernes pour le plus grand nombre. Enfin, vous connaissez cette idéologie socialo-fonctionnaliste, si je puis dire, depuis, disons, de William Morris au Bauhaus. Et donc, ce qui m'amusait, c'était de remettre en question,
comme je n'ai jamais fait d'histoire de l'art, de remettre en question cette tradition à l'intérieur du monde de l'histoire de l'art et de l'histoire des arts décoratifs, en faisant des confrontations entre les époques, en montrant que la ligne droite n'a pas été inventée au XXe siècle, ni au Bauhaus, qu'à Vienne en 1900, il y avait la ligne droite régnait, qu'à Vienne en 1800, le style Biedermeier était une splendide incarnation de la ligne droite et de la rigueur. Donc on s'est beaucoup amusé sur les périodes et on s'est beaucoup amusé à retrouver des ascendances, des correspondances. Et là, j'étais très fier d'avoir pu montrer Papa, Maman et moi. Donc Papa, Maman, ce sont deux meubles. Alors au moment où je le dis, le nom m'échappe évidemment. André Groult. Merci, André Groult. Donc le meuble féminin au premier plan, il y a Papa à l'arrière en Galucha, qu'on m'a prêté au dernier moment à l'exposition. C'était vraiment très sympathique. C'était Charles de Noailles qui avait acheté ce meuble, le masculin, dans les années 50, et ça se trouvait dans sa maison à Fontainebleau, un exemple merveilleux de maison de collectionneurs qui rassemble des styles et des époques différentes pour les faire valoir les uns les autres. Et donc, au milieu, vous avez, c'était au musée des arts décoratifs, mais ça avait appartenu à un grand collectionneur également. Et à droite, le fils, si je puis dire, c'est-à-dire Mark Newson, qui... Alors, je n'ai toujours pas su si c'est inspiré ou non, mais effectivement, il y a une... Oui, il s'est inspiré. Il s'est inspiré. Donc, il y a une reprise, si vous voulez, contemporaine de cette structure anthropomorphe. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a le biomorphe, hein, le côté art nouveau végétal, ou ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'auriculaire, les formes molles, les formes arrondies, mais il y a aussi l'anthropomorphie, c'est-à-dire l'agrégation d'un objet et de l'être humain. Donc, 23-24. On est après l'art nouveau. Pour les deux de gauche. On est dans l'art déco, en plein dans l'art déco. Voilà, on est en plein dans l'art déco. On a des influences. C'est-à-dire qu'on est encore sur une sorte de biomorphisme. On est dans ça devient de l'abstraction. Voilà, et donc j'étais très content. Alors la famille Groult est venue, ravie de poser et est venue avec ses amis pour voir la famille réunie. Donc. Et la galerie qui vendait Newson était également enchantée de cette ascendance qui lui plaisait beaucoup. Et on remonte l'affiche avant. Voilà. Et donc, on en a fait l'affiche, on était très contents. Alors, confrontation d'objets, confrontation de style. À gauche, vous avez un fauteuil Napoléon III, une rose qui se présente tout simplement elle-même à l'usager. Et à droite, nous avons mis Kuramata, donc des roses qui sont à l'intérieur d'un altuglas. Donc une sorte de... Oui, Shiro Kuramata, c'est un designer japonais qui a travaillé surtout en fait sur la notion de l'absence et de la présence dans l'absence. Bon, c'est un peu l'idée du koan. Peut-on être présent quand on est absent? Donc c'est toujours cette idée du koan, c'est cette question qu'on vous pose ou la phrase que l'on dit sur laquelle on doit méditer parfois toute une vie. Et Shiro Kuramata, lorsque Jean-Louis m'a présenté ce siège 19e, mais qui est aussi en fait totalement Napoléon III. Napoléon III, faut dire, c'est juste avant la période Art Nouveau. Donc on est à 20 ans d'intervalle. C'est quasiment rien. Donc on a déjà, au moment du Napoléon III, d'ailleurs dans les meubles de Charles-Guillaume d'Isle, les meubles Napoléon III de Charles-Guillaume d'Isle, il fait déjà des jardinières avec des pieds complètement insectoïdes sur lesquels il vient greffer des sauterelles en bronze. Donc déjà 1870-1880, on est déjà dans quelque chose de très dynamique. Même les expositions universelles de 67, on retrouve déjà des ersatz proto-art nouveau. Et donc Jean-Louis a trouvé ça et on a trouvé le designer contemporain qui correspondait en fait. Et Shiro Kuramata, lui, dès la fin des 70 et au début des années 80, lui, il est dans la géométrie. Là, vous voyez l'assise et le fond. Donc, il est dans le jeu avec les formes, mais il va figer en fait la rose dans une sorte d'altuglas, une sorte de résine, puisqu'en fait, la résine, à l'époque, l'altuglas, c'était quelque chose de très, très contemporain.
Donc, de la même manière qu'on utilise aujourd'hui la stéréolithographie, eh bien, à l'époque, le designer contemporain utilisait l'altuglace. Et d'ailleurs, à la fin de la crise pétrolière, on va revenir vers le bois. Dans les années 80, on reviendra vers l'utilisation du bois, notamment dans le Jura. Tous les designers vont tous aller travailler dans le Jura, les lunetiers, comme les designers, comme Pierre Paulin avec son mobilier, tout le monde, enfin, tous les designers contemporains iront retravailler le bois. Donc il y a des périodes de création qui sont liées à des faits sociologiques, politiques. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Par exemple, pour l'Art Nouveau, quand on parle d'Art Nouveau, quand on vous dit vous venez pour une exposition Art Nouveau, ben, l'Art Nouveau, c'est aussi ce qui est contemporain aujourd'hui. Et dans l'exposition, vous verrez sur cette table infinie, vous verrez des designers contemporains. Sur la table, vous n'avez pas, j'ai pas invité un designer contemporain qui travaille la matière plastique, par exemple, que des matières naturelles. Donc parfois, c'est un peu moins beau, mais ça a un usage, ça fait réfléchir. Il y a ce qu'on appelle le design critique. Je rebondis. Hein. Le design critique qui a été créé à la fin des années 90, qui était très peu connu, qui est né à Londres par Dunen Rabi. Hein, ce design critique, c'est ce qu'on appelle alors les anglo-saxons prennent le mot. On va pas parler du design, mais c'est un adjectif. Alors que nous, en France, on le voit plutôt comme un nom. On dit le design. Alors que les anglo-saxons disent architectural design, fashion design, donc c'est un adjectif. Donc il y a une réception critique qui est différente dans le mot. Et en Angleterre, il y a Dunen Rabi qui sont des professeurs totalement géniaux, qui n'ont pas été compris en France, mais qui n'ont pas non plus été compris dans beaucoup d'écoles européennes, mais qui ont libéré en fait la manière de penser, la manière de créer sur ce qu'on appelle le design critique. Donc ils utilisaient l'objet non plus pour sa fonction pratique, il faut comprendre, mais ils utilisaient l'objet pour sa fonction symbolique. Et donc là, Shiro Kuramata, pourquoi je parle de ça? Parce que Shiro Kuramata allie à la fois la fonction pratique et la fonction symbolique dans la création. Et on va parvenir, mais avec Jean-Louis, on a pu remarquer qu'à la fin des années 60, quand il parlait d'idéologie politique sur le design pour tous, et nous on rajoute souvent destiné à quelques-uns, c'est-à-dire qu'en fait, les pièces minimalistes coûtent extrêmement cher. Si par exemple on parle de Jean Prouvé, moi j'ai vu les factures de Jean Prouvé dans les années 50, quand c'était chez Meubles et Fonctions, ou je ne sais plus, vous voyez les factures, c'était extrêmement cher. Donc il y a déjà des idéologies, des fausses idées qui se mettent en place. Le minimalisme n'est pas lié forcément à l'idée d'un mobilier pour tous. Voilà. Mougy, c'est extrêmement cher. Quelqu'un qui est désargenté n'a pas envie de jouer les pauvres. Donc il ne va pas aller chez Mougy. Il a envie d'un canapé confortable, il va aller chez... On s'amuse aussi sur les années 20. Donc, par exemple, quand les Noirs ils font construire la maison par Malestévin, ça hier, hein, la célèbre maison moderne, dans les années, on est moderne dans les années 20 et au début des années 30, on est un peu fatigué d'être moderne. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition à Paris, il y a eu l'UAM, l'Union des artistes modernes. Les artistes modernes en 1930 s'inquiètent parce qu'ils n'ont plus leur clientèle. Les riches ne s'amusent plus à jouer les pauvres. Donc on est à l'aube d'un renouveau du baroque, d'un renouveau de l'ornement, d'un renouveau du plâtre et de tas de matériaux qui n'ont rien de moderne et d'industriel. Et dans les années 30, il y a une sorte de postmodernisme très intéressant qui va chambouler, si vous voulez, cette conception. Et donc là, nous sommes toujours à design contre design. C'est une section qui était consacrée à l'animal. Alors, il y a eu l'animal, donc évidemment, vont régner ici les lalanes, qui sont aujourd'hui tellement célèbres. Vous avez le chat-bar, qui est assez peu connu, mais bon, tout le monde connaît le rhinocéros. Le chat-bar, c'était le client d'un ami galeriste qu'il avait en... Toi, tu as rencontré les lalanes. Hein. Moi, oui, j'avais rencontré les lalanes dans les années 80, juste après l'arrivée des socialistes au pouvoir. C'était assez drôle, parce que tous les gens du... comment s'appelait-il, Jack Lang était là. Eux qui étaient très, très copains de Chirac et de toute la droite, tout d'un coup, en 82, toute la gauche intellectuelle, la gauche esthétique était chez eux à la campagne.
à cette occasion-là que je les ai rencontrés et que j'ai pu faire un article pour Architectural Digest. Donc c'était assez cocasse. Mais eux jouaient la simplicité paysanne. Ils habitaient une ferme à côté de Fontainebleau. Mais ils recevaient les gens les plus aisés pour vendre leurs superbes objets. Donc, pour revenir à l'Art Nouveau, les Lalanne ont été parmi les premiers à refaire de la galvanoplastie, c'est-à-dire, si on revient à ça, voilà. Et ça, Jean-Louis peut vous en parler. Non, mais vas-y. Les Lalanne, dans les années 70, refont des meubles, réalisent des meubles à partir d'électrolyse, des principes de l'électrolyse et de la galvanoplastie. Donc, ils remettent au goût du jour un principe du 19e développé par la maison Christophe vers 1867. Oui, Dali s'était un peu également amusé à ça Dali, dans les années 60. Donc il y a vraiment des influences, les techniques évoluent et ce qui est intéressant, c'est que les Lalanne vont beaucoup plus loin parce qu'ils vont faire de la galvanoplastie avec un crocodile, par exemple. Donc ils vont vraiment... et là, par exemple, dans l'exposition, vous avez aussi une jeune femme qui s'appelle Julie Amiski, que nous avons invitée, que j'ai invitée, qui est la petite fille des Lalanne et qui, elle, maintenant, fait des bijoux et des petits vases directement avec des plantes qui sont métallisées. Et par exemple, Martine Russac, lui, c'est pas vraiment une galvanoplastie, c'est une galvanoplastie réinventée. Alors lui, il arrive au chalumeau, il projette du métal. Voilà, directement sur la plante. Donc on a des inventions comme ça 19e, ou développées en 1900, à la période d'Art Nouveau, qui perdurent dans le temps, ou qui sont redécouverts et réaménagés. Parce qu'on n'a pas les mêmes outils, on n'est plus compétent. Donc on ajoute quelque chose. Et non seulement il y a des filiations dans les styles, dans les formes, on va le voir tout de suite après, mais il y a aussi des filiations dans les techniques. Oui, alors ça, c'était une petite plaisanterie qui nous a beaucoup amusé d'ailleurs. C'est la Womb House, la maison utérus de l'atelier Van Lieshout à Amsterdam. Non, à Amsterdam. Donc c'est une Eindhoven. Donc une chambre qui est un objet qui est à la fois une chambre, donc un intérieur, si vous voulez, un intérieur qui est conçu donc et qui a fait une grande sensation. Alors, on a eu beaucoup de mal à l'installer dans les galeries du Grand Palais parce que la porte n'était pas assez grande. Mais chose curieuse, j'avais montré que dans une petite galerie de Paris, la Womb House avait réussi à entrer quand même. Donc, on a réussi à faire une césarienne, si je puis dire, sur la façade du Grand Palais pour faire entrer la Womb House dans la galerie. On était très contents. Toute la presse était là. Ça a eu beaucoup de succès. Auriculaire, encore un. 17e, qui faisait des cadres en bois, des cadres en bois sculptés, et qui faisait des frontispices pour des livres sur lesquels vous avez des titres. Donc il a fait un système d'ornement qui peuvent faire penser à la fois à des batraciens, mais aussi à des oui, exactement. Il y a toujours un côté humoristique, d'ailleurs, chez les Néerlandais, avec un côté humoristique, érotico-humoristique, qui est très amusant, avec des allusions. On va avancer. Voilà, alors là, on revient un tout petit peu sur le catalogue. On revient avant. On revient un tout petit peu sur le catalogue. L'Art Nouveau, Benjamin Loyoté a eu la gentillesse de me faire signe pour écrire un texte théorique, que j'espère quand même assez lisible. Oui. J'aime beaucoup quand j'écris un texte, comme j'ai jamais fait d'histoire de l'art et j'ai vendu Beaux-Arts Magazine, je me suis toujours amusé à la vulgarisation des idées les plus complexes. Donc, lire 2 ou 3 chapitres en langue originale d'un théoricien complètement ignoré autour de 1910 parce qu'il a travaillé avec un designer de l'époque, c'est passionnant si on arrive à résumer ça en 2 lignes et demie lisibles. Donc ça m'a beaucoup amusé et j'ai fait un texte consacré que j'appelle musique visuelle. C'est une très belle expression d'un scientifique contemporain de Goethe,
Musique visuelle, c'est-à-dire une sorte de danse visuelle, perceptive, qui a beaucoup intéressé les créateurs à partir de l'époque romantique. Et c'est créé cette recherche sur les formes organiques, les formes fluides, les formes qui bougent, les formes qui s'animent, ont explosé autour de 1900. Vous avez à gauche un dessin de papier peint de Guimard qui lui-même dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie dans les formes, c'est le jeu entre les formes, les danses entre les formes. » Et à droite, vous avez un tissu de 1902 d'un grand théoricien et botaniste qui a beaucoup travaillé dans le domaine du design. Bon, le nom m'échappe, c'est merveilleux. Christopher Dresser, merci. Moi, je ne suis pas tout seul. Donc, Christopher Dresser, qui a travaillé dès les années 1850 avec Owen Jones sur un développement de l'ornement, c'était sa spécialité, c'était un ornemaniste qui proposait des formes nouvelles aux créateurs. Et autour de 1900, son travail, il avait autour de 1870 déjà, il avait intégré le fait que les designers, les ornemanistes sont des gens qui travaillent avec la forme et qu'au fond, ils sont plus intéressants. Alors, il plaidait pour sa paroisse, bien entendu. Un designer, un ornemaniste est plus intéressant qu'un peintre parce que le peintre se contente de copier la nature et lui invente une nouvelle nature. Vous voyez, on est déjà un peu dans l'art nouveau. C'est-à-dire qu'il va inventer des formes possibles, plausibles, qui ne sont pas dans la nature. Il va donc, Christopher Dresser sera en 1870, un des premiers théoriciens de l'abstraction. Vous voyez, l'abstraction n'arrive qu'en 1900. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de trouver les différentes théorisations de l'abstraction depuis 1850 jusqu'à Kandinsky, jusqu'à l'époque autour de 1900. Et au centre, vous avez... Non, au centre, là, c'est l'image qui est au centre. C'était des ornements, ça s'appelait les combinaisons ornementales, qui étaient proposées par trois créateurs art nouveau de l'époque, dont Alphonse Mucha. Et ces compositions ornementales, vous pouvez les retrouver sur le net, il n'y a aucun problème, tout l'album est mis sur le net. Ces compositions ornementales étaient vendues avec un kaléidoscope en carton. Donc on installait le kaléidoscope sur un élément abstrait, très intéressant, véritablement abstrait, et on pouvait obtenir des surfaces qui se décomposaient, bien entendu, des surfaces abstraites. Alors moi, quand parmi les expositions auxquelles j'ai travaillé, Alphonse Mucha, une exposition qui a eu lieu au Belvédère, ensuite à Montpellier et à Munich, et c'était, je me suis dit, avec l'ordinateur, je vais refaire un kaléidoscope. Donc j'ai fait un kaléidoscope avec l'ordinateur, et là vous avez 3 positions du kaléidoscope. Vous avez le violet, le jaune, le rouge. Ce sont 3 positions, et donc j'ai fait des petits films avec l'ordinateur, avec Photoshop, et les maquettistes du catalogue ont trouvé ça plutôt sympathique et s'en sont servis pour faire les pages de garde et les pages de début de chapitre du catalogue. Donc j'étais ravi, et je me suis permis de le remettre en illustration de mon papier pour montrer justement le côté dynamisme des formes qui va éclore dans l'art nouveau, mais qui existe déjà avant et qui va être pris après, comme on l'a déjà vu dans plusieurs exemples. On va un petit peu avancer, on va même un peu sauter certaines illustrations. Voilà le travail de Jean-Louis. Oui, alors là, je me suis amusé moi-même à faire de l'ornement, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai suivi des cours pendant 1 an. Certains d'entre vous connaissent peut-être la pédagogie Steiner ou Waldorf. À Stuttgart, pendant 1 an et demi, j'ai suivi des cours sur l'anthropologie générale de Steiner, et notamment, il y avait un cours qui m'a passionné, un cours de dessin dynamique, destiné notamment à rectifier à rectifier des problèmes psychologiques ou des problèmes de comportement, comme de la danse, si vous voulez. Une danse peut aider à remettre en ordre un corps, et à l'époque, donc, ils avaient lancé cette théorie de dessin dynamique qui m'a passionné, et j'ai lancé mes propres dessins dynamiques. Reste encore une seconde. Oui, après je te laisse la parole, rassure-toi. Donc ça m'a beaucoup amusé de faire des dessins dynamiques qui étaient en quelque sorte une sorte de danse, hein. Je parle de musique visuelle, de danse rythmique, de danse graphique, et là une de mes petites élèves m'avait dessiné devant le tableau de la classe, et en dessous vous avez quelques exercices destinés
aux élèves, notamment à gauche, vous avez un cercle rouge qui va devenir, en le travaillant, un cercle vert. Vous voyez, donc c'était l'idée de métamorphose qui m'intéressait et que j'ai utilisé par la suite, simplement une seconde, que j'ai utilisé par la suite dans mes décors pour le palace. Et à l'époque, j'ai fait plusieurs décors cinétiques, si vous voulez. À la fin de l'époque cinétique, hein, on était à la fin des années 70, mais ça m'a intéressé pour entrer justement dans le jeu de l'esthétique. Cette petite incursion, si vous voulez, dans la création m'a permis non seulement de théoriser devant quelque chose, mais aussi d'entrer un peu dans le mouvement de la création. Là, on retrouve, pour revenir sur la thématique de l'Art Nouveau, on retrouve l'idée du kaléidoscope. Et ce qui est intéressant dans l'Art Nouveau, vous avez entendu tout à l'heure, on travaille avec des scientifiques. Les botanistes, vous voyez la plante qui naît, c'est-à-dire l'onagre, la coupe de plantes que je vous présentais tout à l'heure. En fait, on a cette idée de micro-macro. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette plante qui est organique, mais plus vous zoomez, plus vous allez vers l'abstraction. Et les années 70, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a aussi ces abstractions-là, ces anamorphoses. L'anamorphose et l'abstraction naissent de l'Art Nouveau et de la plante. Parce que quand vous, dans l'exposition, vous voyez le microscope mis sur une plante grossi 1 million de fois, vous avez de la géométrie avec les formes. Et donc, dans les années 70, lorsque l'on est dans ce qu'on appelle le op art, le optical art, on fait des jeux. Donc, le kaléidoscope, puisque Jean-Louis parlait du kaléidoscope au moment de l'Art Nouveau, on le retrouve 1902, on le retrouve dans les années 70 directement chez les artistes contemporains et les créateurs. Donc, il n'y a pas forcément d'abstraction. Et donc, c'est le moment où, là, on va sauter 2 images où Jean-Louis Aïma rencontre Philippe Jullian. Il faut que tu sautes, oui. Sinon on ne va pas y arriver. On évoque peut-être un autre domaine qui est celui de la collection, qui est le domaine du rapport entre l'objet et son environnement. Et Philippe Jullian, qui a donc écrit, par exemple, Les Mémoires d'une bergère, c'est une bergère qui est née, qui a été créée pour une des filles de Louis XV. Elle raconte toute sa vie. Elle raconte tous les gens qui l'ont connue, elle raconte tous les gens qui sont assis sur elle, toutes les métamorphoses qu'elle a subies pendant sa pauvre vie sous Napoléon III. On l'a capitonnée, on lui a mis des tissus un peu... Enfin, elle était un peu gênée par cet accoutrement Napoléon III. Elle raconte... C'est un objet qui va raconter les styles. Et dans cet ouvrage, en haut à droite, sur les styles, il raconte également, il va inventer des styles, il va s'amuser à conceptualiser des styles connus ou peu connus, comme par exemple ici à droite, vous avez ce qu'il a appelé le style Rothschild. À l'époque, très peu de gens, il est le premier, je crois, à avoir parlé du style Rothschild. Et le style Rothschild, c'est à l'époque où Ferrières, le château de Ferrières, avait été restauré par Henri Samuel pour Guy de Rothschild. Et à ce moment-là, quand un style a lieu, quand on est à une époque de création, on n'a pas besoin de mettre un nom sur un style, on crée. Mais quand un style a été démodé et qu'il revient à l'honneur, comme l'art déco par exemple, dans les années 70, l'art nouveau, qui est revenu dans les années 60, on le considère d'une façon différente et on peut lui donner un nom. L'art nouveau, l'art déco. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'art nouveau, on ne parlait pas d'art déco et on ne parlait pas de style Rothschild. Donc ça m'a beaucoup intéressé, si vous voulez, cette approche de quelqu'un qui est moins un historien de l'art qu'un historien du goût. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à relativiser le regard, parce que chaque époque a son regard. Nous avons notre regard en fonction de notre environnement, en fonction de nos expériences. Et quand on fait de l'histoire de l'art, quand on va à l'arrière, c'est très compliqué de retrouver le regard de l'époque. C'est passionnant, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, Philippe Jullian, si vous voulez, on l'a évoqué, on s'est dit... Il a écrit sur l'Art Nouveau. Hein. Oui, et c'est un des premiers à avoir écrit sur l'Art Nouveau, effectivement. Le premier à avoir redécouvert la littérature décadente, avec Esthète et Magicien. Peut-être tu peux remettre les livres juste avant. Esthète et Magicien. Celui qui est au milieu est très important. Il a écrit aussi des chroniques très amusantes sur l'Hôtel Drouot et le marché de l'art. Et moi, j'avais découvert Esthète et Magicien, c'était en 68, je m'en souviens très très bien. J'avais acheté Esthète et Magicien, j'étais intéressé, je connaissais peu. Et je me dis, mais c'est bourré d'erreurs ce livre, mais c'est génial. Donc vous voyez, rencontré Philippe Jullian. Et ensuite j'ai rencontré Philippe Jullian qui m'a mis le pied à l'étrier.
Et grâce à CRI, j'ai commencé à écrire sur le décor, sur la collection et sur les rapports entre l'objet et une personnalité, le collectionneur, et le rapport entre l'objet et un lieu, là où est l'exposition, là où est la collection. Et tu l'évoquais tout à l'heure, c'est passionnant dans l'histoire des objets, parce que le passage par une collection donne une sorte de couleur à un objet qui va séduire une institution. Il y a beaucoup de célèbres expositions qui sont devenues des musées, par exemple Chantilly, la collection du duc d'Aumale. Ou Alors, là, c'est exactement ça. Prisca, qui connaît beaucoup de collectionneurs Art Nouveau, et nous les présente parfois pour nos expositions, pourra vous parler surtout d'un collectionneur Art Nouveau qu'elle connaît, sur la manière de collectionner. C'est ce que je disais, les collectionneurs et les amateurs, ou les décorateurs, en termes sociologiques, pour moi, sont des prescripteurs. Et parfois influencent les conservateurs de musées. Aussi, l'histoire influence les conservateurs. Ils donnent une image de leurs objets, ils donnent une vision de leurs objets que les conservateurs, toujours très prudents, acceptent parce qu'ils sont séduits par une collection, ils arrivent à l'intégrer, mais très souvent le collectionneur donne une telle coloration à sa collection qu'on a un peu de mal à entrer. Une fois qu'on est entré dedans, on découvre tout ça. En même temps, et malheureusement, Jean-Louis, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de toutes ces collections qu'on avait choisies, parce qu'on a déjà arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Je pense que les collectionneurs ont joué un rôle très très important dans les arts décoratifs, puisque les arts décoratifs n'étaient, jusque dans les années 90, pas franchement considérés comme étant à la hauteur des beaux-arts. C'est ce qu'on appelait des arts mineurs. Dans la recherche et dans l'enseignement. Des arts mineurs. Et c'est dans ce contexte-là que Bruno Foucard, que vous voyez à gauche sur la photo, qui était professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne Paris 4 et enseignait l'histoire de l'art moderne et contemporain, surtout un spécialiste de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, qui a créé, et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Jean-Louis, a créé le tout premier cours d'histoire des arts décoratifs qui ait jamais existé dans une université en France. Ça se passe en 1995. Et en 1995, on n'a donc pas encore, puisqu'on n'a que des collectionneurs et des marchands, on n'a pas encore d'enseignants qui puissent enseigner l'histoire des arts décoratifs. Et c'est là qu'intervient ce moment amusant où il fait appel à un antiquaire expert de mobilier 18e, Bill Palot, pour enseigner les arts mobiliers du XVIIIe siècle. Il fait appel à la conservatrice du musée de la céramique de Sèvres pour Madame Fayalé pour l'enseignement des arts du feu. Et il fait appel à un journaliste qui a une formation de philosophe, qui a créé 2 revues, Jean-Louis Gaillemin, qui va... J'étais un peu interloqué, je veux dire, Bruno, je vois pas... Qu'est-ce que je vais faire dans votre université ? J'ai jamais enseigné, j'ai jamais non plus été étudiant en histoire de l'art. Si, vous allez vous en sortir, Jean-Louis, vous faites ça très bien. Et vous allez parler aux étudiants de l'art nouveau. C'est avec ça que ça a commencé. Après, ça a été un peu étendu. Et des collections. Et moi, à mon époque, c'était que l'art nouveau. Voilà. Et ça a amené, entre autres, effectivement, m'a amené moi à lire Esthète et magicien, que j'ai trouvé un livre exceptionnel. Pas beaucoup de gens, je pense, auraient à l'université dit aux élèves lisez Esthète et magicien. Et là, un article qui pour moi a été très important quand Jean-Louis Gaillemin a fait son cours sur Henri Van de Velde, qui est une figure essentielle du mouvement Art Nouveau en Europe. Il a raconté sa petite histoire de la visite de ses archives Nietzsche, qui était l'ensemble décoratif qui était le seul conservé dans son état d'origine en Allemagne. Peu de temps après la réunification, on a redécouvert énormément de choses, puisque Van de Velde avait été très actif à Weimar. Et cet article avait été publié en 92, et j'aimerais bien vous lire un tout petit extrait, parce que c'est pour un peu vous montrer la particularité de Jean-Louis. Pour moi, Jean-Louis Gaillemin est un conteur des arts décoratifs. Et il arrive
à très bien déceler les particularités des espaces et peut vous expliquer comment le faire. Il arrive aussi très bien à vous communiquer la connaissance de ces espaces, mais ce qu'il arrive vraiment merveilleusement à faire, c'est en quelques phrases, mettre connaissance, reconnaissance et analyse dans une même histoire. Et je vous lis ce petit extrait. Aux quatre coins de la pièce et encadrant le poêle, de curieuses cannelures, tendues comme des arcs, fendent la boiserie sur toute la hauteur du mur qu'elle laisse à nu, formant des pilastres, sortes de boîtes de résonance. Elles sont réunies entre elles par d'autres arcs, jaillis des cannelures latérales, qui prêtent appui sur les espaces intermédiaires, bibliothèques, portes ou fenêtres, qu'ils scandent rythmiquement. En raison de cet entrelac organique des lignes, chaque élément de la boiserie est maintenu en tension par ses voisins, sans que jamais l'un d'eux puisse se détacher de l'ensemble, comme une forme le ferait sur un fond. Voilà, tout est dit, non ? Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans les arts décoratifs, et en général d'ailleurs, même en peinture, sculpture, c'est le détail qui tue, le détail qui montre tout, le détail qui permet d'échapper à l'adjectif. C'est trop facile de dire qu'un style est comme ceci, comme cela, ou qu'un artiste trouver des épithètes ou des adjectifs, c'est facile. Mais d'écrire une œuvre, je trouve ça absolument passionnant, et évidemment, dans certains cas, ça peut confiner à la poésie, mais dans d'autres aussi, quand on n'a pas la photo devant les yeux, on a du mal à comprendre. Moi-même, j'ai retrouvé certaines de mes descriptions très minutieuses, mais quand l'illustration n'est pas là, c'est un peu gênant. Donc c'est intéressant. Je parlais tout à l'heure de musique visuelle. Effectivement, entrer dans le rythme d'un objet, dans la structure d'un objet, d'un meuble, d'un ensemble, je trouve ça absolument passionnant. Surtout, moi qui ai aussi écrit à Connaissance des Arts, lorsqu'on se faisait relire par Jean-Luc Gamin, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que souvent, les critiques, les historiens, quand ils parlent d'un sujet, parfois prennent d'autres auteurs, d'autres créateurs beaucoup plus connus pour justifier du travail de l'auteur sur lequel ils sont en train de travailler. Et un jour, on avait un article à faire sur Francis Jourdain, et en fait, le livre sur Francis Jourdain parlait de tous les créateurs, Le Corbusier, mais sauf de Francis Jourdain. Comme si, en fait, le chercheur avait lui-même besoin de l'alibi. Et en fait, Gaiman nous apprend justement à expliciter, à avoir le vocabulaire pour décrire ce que l'on voit. C'est-à-dire quand on met bois, c'est quel bois. Et c'est là où c'est très important, c'est cette idée. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'enquête. L'enquête sur un meuble, l'enquête Art Nouveau. Par exemple, la maison Perrier-Jouët possède un meuble d'appui, à la fois en bois et en verre, en caméo gravé à la roue. Et ce caméo gravé à la roue est très laiteux, très comme ça, éthéré. Il permet de divaguer. Et en fait, si vous vous rendez compte que ce camé est une sorte de voyage, une proposition de Walter Amalric dans un meuble de Majorelle, donc c'est ce verre qui est très important, ce n'est pas un miroir, mais c'est une sorte de rêve que le créateur vous propose. Et si vous regardez bien le meuble, comme une enquête, vous arrivez à le décrire, vous voyez sur les côtés des pieds des petits pavots et de l'opium naissant, qui en fait vous invite à la rêverie. Donc c'est aussi cette idée de savoir regarder les meubles, peu importe la signature. Quand un meuble a quelque chose à dire, il sait raconter, il se raconte. Et Gaiman était en tout cas pour beaucoup d'entre nous capable avait cette capacité de nous faire regarder les objets et de les faire parler. Comme Gallet faisait parler ses objets, Gaiman a su faire parler beaucoup d'historiens de l'art et d'auteurs que nous sommes pour savoir comment voilà. Tu nous fais le dernier mot avec Prisca ?
Bon, je pense que surtout, si vous avez des idées, des interrogations, des choses auxquelles vous avez pensé vous-même de votre côté, bon, en regardant ces différentes images, on pourrait en discuter, ça serait tout à fait intéressant. C'est difficile de fermer comme ça. On peut fermer. On va ouvrir. Je sais pas. J'aimerais bien qu'on vous invite. Et n'hésitez pas à nous demander de revenir sur une image si vous avez une question spécifique ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde va partir. Il y a une ou deux questions, c'est le moment. Ouais. Sinon, c'est dans le couloir, vous attaquez, mais en fait, cette proposition de revoir l'Art Nouveau, c'est ce qui est contemporain. Et on vous invite à regarder le design contemporain d'aujourd'hui aussi avec cette idée de savoir regarder l'histoire, puisque l'histoire, le design d'antan a été fait à un moment contemporain. Donc pour moi, il n'y a pas de passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fait à un moment donné, à un moment donné contemporain. Donc pour moi, il n'y a que de l'art contemporain, que du design contemporain. Et il ne faut pas, pour moi, trop historiciser les choses. Mais surtout un regard contemporain qui va égaliser en quelque sorte tous les objets que l'on voit. On a notre regard d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Notre regard, votre regard. Je suis sûr qu'à l'exposition, il y a peut-être des objets ou des rapprochements qui vous ont interpellé ou intéressé. Il y a des questions. Si quelqu'un a une question, demande une précision. C'est pas vraiment une question, mais vous avez commencé à en parler, savoir quel regard vous nous conseillez d'avoir sur l'exposition, justement. Comment l'aborder par rapport à tout ce que vous venez de nous dire? Je vais peut-être. Alors, l'exposition, en fait, elle est très simple, elle est très visuelle. Donc, en fait, vous allez très vite déceler des liens entre les objets, des relations entre les objets, des dialogues, notamment entre les pièces contemporaines et les pièces anciennes. Il y a toujours cette notion de récit. Chaque vitrine est une sorte de chapitre. Donc, vous allez retrouver la haute époque, la Renaissance, le végétal, le japonisme. Donc, c'est une sorte, en fait, si vous êtes connaisseur des objets, vous allez vous attarder sur le détail. Et si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez vous laisser happer par une sorte de narration dans une vitrine et essayer de découvrir ce qui est tenté de raconter, ce qu'elle raconte. Et c'est là où on vous propose de regarder des objets autrement, c'est-à-dire de vous pencher sur un détail, sur une plante qui vibre. Par exemple, sur la table, vous avez des carats, vous avez des objets qui sont faits en pin, vous avez des objets qui sont faits en algues, et puis vous avez par exemple des tasses. Lorsque l'on pose une lumière, vous avez en luminescence, en transparence, des plantes qui apparaissent. Et donc ça, c'est aussi cette idée. Par exemple, il y a beaucoup de documentation dans l'exposition. La documentation est là pour nourrir. Il y a un livre, par exemple, de Woodward que j'ai mis dans l'exposition, qu'on a réussi à retrouver. C'est un livre fabuleux parce que juste la planche qui représente la Terre vous met tout de suite en cohabitation avec le vase qui est à côté, qui est lui fait en stéréolithographie de terre, et vous le voyez. Vous voyez que c'est de la terre, vous voyez que c'est une sorte de céramique, de grès, vous vous posez la question, mais vous voyez que c'est de la terre. Et donc le livre où vous avez marqué terre en grand, vous n'avez pas besoin de comprendre tout pour essayer de comprendre que ce vase est en terre. Et le livre de Woodward, c'est celui qui a inspiré au 18e Jules Verne. Donc Jules Verne lui-même s'est inspiré d'un scientifique avant lui. Donc il n'y a pas besoin on peut être néophyte. Ce que cette exposition propose, c'est un parcours. On peut les enfants, par exemple, j'ai vu des enfants qui sont venus il y a déjà maintenant plusieurs semaines. Les enfants arrivent très bien à capter l'objet. Tout d'un coup, le vase abeille. Tiens, il y a le vase abeille. Donc du coup, ils vont chercher à côté ce qui est représentatif de l'abeille et ils vont trouver. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une lecture à la fois
béotienne, néophyte, mais en tout cas, il y a une générosité dans l'exposition en termes d'images. Et puis, si vous voulez vous pencher plus sur les objets, vous avez les noms, vous avez les dates, vous avez un texte général, et puis vous pouvez après aller chercher. Voilà. En tout cas, on est très très content d'être venu ce soir. J'en profite, parce que Jean-Louis est à la fois très demandé et, et il a beaucoup de choses à faire et il est très pris et il est très sollicité, mais il en fait de moins en moins. Donc, du coup, je suis quand même content de l'avoir. Et puis, je voulais remercier aussi Priska qui m'a fait découvrir aussi une collection allemande, une des plus belles collections au monde de l'architecte Henri van de Velde. Et donc, voilà, c'était bien de pouvoir partager avec vous en fait cette idée que les arts décoratifs avaient un potentiel et qu'il fallait à la fois les regarder à la hauteur de l'architecture ou de l'art pour pouvoir mieux comprendre notre société. Voilà. Merci. C'était passionnant et en effet, vous avez très bien su mettre en avant à quel point l'art, la création, ce n'est que transformation, réminiscence, référence, citation, résurgence. Utiliser des termes qui sont également des termes qu'on emploie dans le monde de la nature. Merci à vous. Et donc, je vais annoncer les 2 derniers événements